Mais cette compagnie n'était pas censée disparaître par hasard. Je pensais qu'elle allait faire faillite, etc. Vous vous souvenez, après la période de l'assassinat, la période, les articles de presse ici au Wall Street Journal, on pensait qu'elle allait mourir. Enfin, beaucoup pensaient qu'elle allait mourir. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là. Vous pouvez aller revoir les vidéos. Tout simplement parce que la façon dont ce système, le secteur fonctionne, c'est un système qui fonctionne de manière très particulière. Et UNH, si ce secteur devrait disparaître, UNH serait la dernière entreprise à disparaître dans ce secteur-là. Et j'avais dit que ce secteur, justement, bénéficiait d'un avantage concurrentiel solide à long terme. Le coût de changement ici est généralement élevé parce que ce sont des entités qui sont avant tout des gestionnaires de soins de santé. Encore une fois, comme je dis, ne faites pas comme si vous compreniez les secteurs d'activité. Essayez d'en apprendre, d'en apprendre plus. OK? Dans le secteur de la santé, ici, on les appelle assurances. Non, ce n'est pas des assureurs, ce sont des gestionnaires de soins de santé. C'est-à-dire que ce sont des business qui ont une partie assurance, une partie pharmacie, une partie ici centrale d'achat pour les médicaments, une partie ici soins de réseau de cliniques ici. Donc, ce n'est pas des gestionnaires, c'est pas des assureurs, ce n'est pas des assurances médicales ou bien des compagnies d'assurance santé classiques. Non, 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 non. Et c'est un système qui fonctionne système qui fonctionne dans le sens où plus on est verticalement intégré, mieux c'est. Tout simplement parce qu'on aura tendance à dégager quoi? Des économies d'échelle. Et quand on parle d'économies d'échelle, on parle de quoi? On parle des coûts. C'est pour ça que au plus grand, pendant ici la période ici de grande volatilité, on va le dire comme ça, en fait, ce qu'il fallait faire, c'est un, vous concentrer sur le secteur d'activité et de deux, regarder ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. Et c'est la question qu'on pose ici avec le prompt de base ici, qui est disponible en description de la vidéo. On a demandé tout simplement quel est l'avantage concurrentiel de cette compagnie. Les avantages primaires ici, c'est avant tout le low cost production et le network effect. Pourquoi est-ce qu'il affirme cela? UNH dispose d'un rempart concurrentiel étroit reposant sur l'échelle de son réseau d'assurance United Healthcare et de ses services de santé intégrés, à savoir Optum, c'est plusieurs compagnies en une. Vous avez United Healthcare, ça c'est la compagnie d'assurance. Vous avez Optum ici, et dans Optum, vous avez la partie logiciel, service, etc. Et vous avez également la partie distribution de médicaments, donc le réseau de cliniques. C'est un business qu'il faut même en réalité, pour mieux l'analyser, vous déposez, vous essayez de comprendre tous les segments d'activité individuellement et voir comment ça fit. Et pourquoi est-ce que les segments en question, quand on les met ensemble, pourquoi ces segments-là performent mieux? J'espère que je me fais comprendre ici. Excusez-moi, je n'ai pas de script, donc je parle au même moment ici et je me base à peu près sur ce que je connais de ce secteur d'activité-là. OK? Donc, ses revenus à peu près sont de 447 milliards ici en 2025, lui permettent d'absorber les coûts opérationnels plus efficacement que ses pairs. Et donc, premier avantage concurrentiel qui est présent, c'est le switching cost. Pourquoi? L'intégration verticale entre la division assurance United Healthcare et l'écosystème de prestations médicales Optum génère des coûts de transition opérationnels et administratifs. Pour un employeur, parce que là, c'est pour le client, c'est difficile pour lui de changer. Pour un employeur ou une entité gouvernementale, et à ce niveau, quand on parle d'entité gouvernementale, tu peux comprendre que le plus gros risque est situé où? Voilà. Changer de prestataire implique une restructuration lourde des réseaux de cliniques partenaires et une réévaluation complète des listes de médicaments remboursés par la gestion de prestations de pharmacie. Donc, vous pensez que ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça du jour au lendemain. D'accord? Faites un prompt simple. Prenez ceci et dites, imagine un monde sans UNH pour ses clients employeurs et pour ses clients, pour les entités gouvernementales ou bien pour ses clients de manière générale. Et tu vas voir ce qu'il va te raconter. Ça permet d'aller un peu plus en profondeur. Okay? Cependant, les acheteurs finaux restent sensibles aux évolutions de prix lors des renouvellements de contrats annuels parce que, comme je l'ai dit ici, l'entité gouvernementale pèse énormément de telle sorte qu'il va avoir tendance à demander des prix de plus en plus bas pour te fournir un volume élevé. Donc, cette sensibilité tarifaire récurrente empêche la construction d'un verrouillage à long terme suffisant pour justifier une reclassification large. Je suis plutôt d'accord. Ensuite, intangible. La marque bénéficie d'une réputation solide. Bon, encore, même aujourd'hui, d'accord?
auprès des entreprises et de ces prestataires de soins soutenus par les données analytiques exclusives d'Optum Insight qui optimisent la modélisation des risques médicaux. L'avantage demeure néanmoins qualifié des trois. L'image de marque dans la gestion de santé américaine ne confère pas un pouvoir discrétionnaire de hausse des prix sans susciter des frictions politiques. Les contraintes imposées par les autorités de régulation étatiques agissent comme un plafond permanent pour la valeur pour la valeur extractible de ces actifs intangibles. Donc, le régulateur a tendance à être de plus en plus strict avec ces entités-là. Ce n'est pas forcément mauvais, c'est pour ça que l'envergure est très importante ici. Je suis plutôt en accord avec ce mot-là. On est également d'accord qu'il est présent, mais il n'est pas si fort que ça. Et après, on passe au niveau du network effect, qui est l'effet de réseau. Et c'est à partir de là que je commence à être très, très d'accord. L'effet de réseau indirect s'exerce au niveau des marchés locaux. La taille de la base d'assurés d'United Healthcare oblige les réseaux hospitaliers et les médecins indépendants à accepter les conditions contractuelles de l'entreprise pour préserver leur accès à un volume stable de patients. Réciproquement, la densité de ce réseau de soins rend l'assurance attractive pour les employeurs à la recherche d'une couverture exhaustive pour leurs salariés. Donc cet effet reste restreint à une dynamique géographique locale, car la domination sur un État ou une municipalité spécifique ne se transfère pas automatiquement à d'autres régions dans une phase de reconstruction de la part de marché. Donc on est plutôt en accord ici. Ensuite, il vous donne les preuves, pourquoi est-ce qu'il mentionne cela, etc. Mais on passe rapidement ici. Et là, on passe à ce qu'on appelle le low-cost production, coût de production. Et ça, c'est à ce niveau que se trouve l'avantage concurrentiel. Et c'est cette partie que vous devez creuser un peu plus en profondeur. Et cette partie est en croissance. Le mode est certes étroit, mais de plus en plus en croissance, donc on pourrait s'en aller vers un wide mode. Donc le volume massif d'achat, et encore que c'est même un jugement de valeur, narrow, ça peut être wide de manière générale, le volume massif d'achat de services médicaux et de produits pharmaceutiques du groupe lui permet d'obtenir les concessions tarifaires les plus avantageuses de l'industrie auprès des fournisseurs. Quand elle va voir Sanofi qui a son médicament, je ne sais pas comment on appelle ce truc-là, comment on appelle encore ça? Bah, j'oublie le nom du médicament en question. Mais quand ils vont voir Sanofi, si Sanofi veut que ces médicaments soient remboursés par UNH, on doit négocier sur le prix, littéralement. Parce que pour Sanofi, ne pas être sur la liste de UNH, surtout quand il y a des alternatives, la liste des médicaments remboursés par UNH, c'est potentiellement perdre ici des parts de marché. Donc, on doit faire des concessions. Donc, sa gestion stricte des coûts d'exploitation et ses investissements technologiques dans la modernisation administrative permettent d'optimiser la rentabilité. Pour un gestionnaire de soins de santé, laissez-moi vous dire, la rentabilité est primordiale, la gestion du risque est primordiale. C'est facile de faire croire que le chiffre d'affaires dans les compagnies d'assurance, c'est très facile. On a juste à signer des mauvaises politiques d'assurance. On a juste à signer des mauvais contrats d'assurance. C'est très mauvais contrat pour la compagnie. Donc, mal quantifier le risque. Donc, une compagnie d'assurance doit avant tout gérer son risque. Donc, la capacité démontrée par l'entreprise à regresser ses marges via des ajustements rigoureux de prix face à l'inflation médicale confirme la supériorité de sa structure de coûts d'échelle, de ses coûts d'échelle par rapport aux petits assureurs régionaux, dont son envergure est un avantage concurrentiel large. La taille de UNH est difficilement réplicable pour quelqu'un qui dispose peut-être de 1 milliard de dollars. Et pour ça, vous devez peut-être... Et pour apprécier ici son low-cost production, il faut généralement regarder son medical bill ratio. Et également pour apprécier sa discipline ici de souscription. C'est toute une affaire, encore une fois. Donc, je suis également d'accord avec cette partie-là. Contre-positionnement, on pouvait se dire que c'était au début, quand l'entreprise applique une stratégie d'intégration verticale standard au sein des grands groupes d'assurance maladie américaines. C'est elle qui a commencé avec ce truc-là et tout le monde a suivi. Donc, ce modèle économique ne repose pas sur une rupture structurelle qui forcerait les concurrents établis à détruire leur propre valeur s'ils tentaient de la copier. Parce que une compagnie comme CVS, vous vous souvenez, CVS a littéralement copier ce modèle-là. Et CVS, c'est une compagnie que je détiens encore. Oui. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? On a dépassé les 100 dollars, non? Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, pour vous dire la vérité, à ce prix-là, je ne gagne pas d'argent. Mais je garde toujours les actions CVS parce que ça me permet de me rendre compte que tu peux commencer à investir sur une compagnie, mais finir par investir plutôt à faire plus d'argent en achetant ses fournisseurs. D'accord? Et ça m'a permis de mieux comprendre ce secteur d'activité. Donc, aujourd'hui, dividendes réinvestis, etc., on est plutôt flat de manière générale. Et en termes de coût d'opportunité, ce n'était pas un investissement rentable. Mais je ne perds pas d'argent dessus, je gagne de l'argent dessus de manière générale. Mais quand on prend la performance sur une longue période ici,
Bon, voilà, j'avais promis une danse à $100 ici, pourquoi pas. Mais CVS, c'est pour ça que je l'ai gardé. Parce que quand j'achetais du CVS, j'achetais une compagnie de pharmacie. Et après ça, je me suis rendu compte que bon, la pharmacie, c'était un peu compliqué, etc. Mais l'entreprise avait décidé de commencer à verticalement s'intégrer. On a acheté on a acheté d'abord le PBM. Ensuite, on a acheté la compagnie d'assurance. Ensuite, vu qu'on avait déjà les pharmacies, on a créé ici, on a commencé à acheter des réseaux de soins de cliniques ici pour les soins de santé. Et on a réussi à verticalement intégrer cette affaire-là. Maintenant, c'est l'heure de l'efficience. D'accord? Et ça pourrait vous étonner, mais cette compagnie reste, selon moi, encore sous-évaluée. On va revenir dessus un autre jour, et ça sera une bonne occasion ici de parler de CVS du point de vue avantage concurrentiel, etc. Mais très souvent, l'avantage concurrentiel sera à peu près le même. Je fais ce type de vidéo pour que vous puissiez voir à peu près, dépendamment des secteurs d'activité, où vous pourrez se retrouver, quelle est la probabilité que l'avantage concurrentiel se retrouve en low-cost production. Ici, par exemple, quand on parle de gestionnaires de soins de santé, la probabilité est très élevée, parce que c'est même ça l'avantage concurrentiel. C'est à ce niveau-là qu'il faudra avoir un avantage concurrentiel large. Le reste, ça pourrait être présent avec l'effet de réseau, etc. Mais c'est ici qu'il faut creuser. D'accord? Donc, évidemment, il y a toujours des risques comme dans toute chose. Hein. L'évolution défavorable des politiques de financement public représente la menace principale. Le gouvernement américain, vu que c'est l'un des plus gros clients de ces différentes compagnies-là, alors le gouvernement a tendance à demander des prix de plus en plus bas. Parce qu'il a quoi avec lui, les volumes. Et il faut également que les compagnies en question puissent bien faire le travail. Parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas de scandale dans cette industrie. Hein. Non, il y avait des scandales. Et maintenant, ici, je ne vais pas revenir dessus, mais allez-y, creusez. Regardez à peu près pour ceux qui ont les prompts ici concernant l'analyse sectorielle, l'analyse ici du secteur d'activité, lancez-les et faites-vous votre propre avis avec ça, d'accord? Ils sont assez bien calibrés ici pour pouvoir vous donner de très bonnes réponses sur ce sujet-là. Donc, c'est déjà ça que je recommande d'ailleurs. Vous devez toujours, une fois que vous comprenez ce que l'entreprise fait, etc., il faut plonger dans le secteur d'activité. Bref, la direction anticipe une baisse des inscriptions de ces régimes médicaux à environ 1,1 million de membres ici au cours de l'année 2026 à la suite de réductions de taux appliquées par le gouvernement. En fait, ce n'est pas forcément mauvais, comme je le disais ici lors d'une note d'analyse, je pense, l'année précédente. Je disais ici que ce n'est pas forcément mauvais parce qu'on décide de laisser des clients qui ne sont pas rentables pour nous. Et c'est très important parce que quand vous allez regarder dans le système Medicare et Medicare Advantage, c'est généralement les clients les plus à risque on a tendance à assurer. Donc faites très très attention ici. Donc c'est lucratif, certes, mais si on calibre mal ici le risque, on peut perdre de l'argent pendant la durée des contrats. Et très souvent, quand on veut demander des prix plus élevés, le gouvernement a tendance à freiner des quatre fers ici parce que oui, bref, pour des questions budgétaires, etc. Donc, je préfère même parfois, et je le disais ici, je préfère une entreprise qui fait uniquement du business avec les employeurs. Et donc, pour ce type d'entreprise, vous avez Cigna, par exemple. De toute façon, toutes ces entreprises-là sont intéressantes dans ce secteur d'activité. Que ce soit Cigna, bon, chacun, et les ventes, je pense qu'ils sont très publics ici. Je préfère les entreprises qui ont généralement dans ce secteur les deux. Une partie employeur, une partie gouvernement. D'accord? Sinon, une partie employeur majoritairement, ou bien principalement. Alors que si vous êtes majoritairement avec le gouvernement, c'est pas bon. Parce que le gouvernement a tendance à demander des prix de plus en plus bas. Okay? Même si la tendance de fond, elle est là, elle est favorable pour ces compagnies, le vieillissement de la population, etc. Et vous connaissez les autres blablabla. Donc, ce qui fait que pendant la tempête, au lieu de commencer à dire « ouais, ça va disparaître, machin truc », il fallait étudier les avantages concurrentiels parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le prix de UNH, qui n'aurait pas voulu l'acheter ici à 250 ans, les gens priçaient la fin du monde. Et vous pensez que ça va disparaître, ce business-là? Parce qu'en temps, il a publié des chiffres. Hein, les résultats sont plutôt corrects ici. Quand on les prend ici, en termes de net income, même en période difficile, n'a pas perdu d'argent. C'est comme les bancaires, une compagnie d'assurance ne doit pas perdre d'argent. Elle doit toujours gagner de l'argent parce que son rôle, c'est de quantifier, c'est de bien calibrer le risque. OK? Cette compagnie exactement fait ça. Elle ne perd pas d'argent. Elle ne perd pas d'argent. En tout cas, sur le plan annuellement parlant, elle ne perd pas d'argent. Donc, le fait que la compagnie décide d'aller, de perdre de ne pas re-signer certains clients ici pour mieux calibrer le risque, c'est également une bonne décision. Parce que, comme je l'ai dit, dans ce domaine, c'est facile de faire croître le chiffre d'affaires. Vraiment,
les domaines sur lesquels il faut pas sous-entendre que vous comprenez le secteur, c'est vraiment assurance et tout ce qui concerne les services financiers, banque compris. Euh, Bref, dans le secteur financier, vous allez retrouver beaucoup. Il faut vraiment étudier ces secteurs-là en amont. Et également, dans tout ce qui concerne les basic materials, etc., le secteur des matériaux, il faut faire attention, surtout quand il y a des commodités en jeu, etc. Bref, tous les secteurs ici méritent d'être compris en profondeur. Certains plus que d'autres, mais en fait, si je les mets, je dis non, vaut mieux privilégier la compréhension du secteur ici, tu peux laisser. Non, non, non. Privilégier la compréhension du secteur. C'est comme ça, c'est notre macroéconomie. Les affaires de macroéconomie, machin truc, la baisse le taux de chômage, c'est bien, mais c'est pas ça qu'on veut voir. Nous, la macroéconomie qui nous intéresse, la macroéconomie sectorielle. Regardez une compagnie comme Pentair. Cette compagnie, si vous allez regarder, au fin fond, il y a une croissance séculaire ici. Pourtant, elle a perdu combien? Près de, je sais pas, peut-être 20% hier ou 15%, je sais même pas. Mais il y a une croissance séculaire. C'est-à-dire qu'il y a une tendance de fond de long terme. Je ne vous dirai pas plus que ça. Allez regarder. Soyez curieux. Ça concerne... Bref, si je vous dis c'est quoi ça, enfin, ça concerne l'eau de manière générale. Regardez le vieillissement des... Comment on appelle ça? Le vieillissement ici du réseau. Le réseau de distribution d'eau aux États-Unis est vieillissant. Il faut le renouveler. Et renouveler, ça demande quoi? Commander quoi? Merci beaucoup, vous avez compris. N'est-ce pas? Voilà. Elle est très bien positionnée pour réussir à long terme. Pourtant, c'est pas beau à voir, mais demain, vous serez étonné que, ça fonctionne. C'est également comme avec le secteur immobilier. Je dis toujours mes choses comme ça. Hein. Ne me croyez pas sur parole. Allez toujours vérifier vous-même. Je vous donne juste l'élément qu'il faut avoir tendance à regarder. C'est cet élément-là qu'on regarde. Quelle est la tendance, quel est le taux de remplacement ici en date d'aujourd'hui par rapport à la taille du réseau? Vous allez voir à peu près combien d'années il nous reste, si on continue à dépenser autant chaque année, combien d'années il nous reste pour littéralement renouveler tout le réseau. Vous allez voir que c'est très très long. Je ne dirai pas plus que ça, je vais continuer ici. Donc Pentair, si tu es curieux, va regarder. Donc je reviens ici sur UNH. En termes de valorisation, je ne vais pas me casser la tête. Cette compagnie, on va le prendre simple. 1. Elle va avoir tendance à régénérer à peu près le même niveau de bénéfice net qu'en 2024. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'au-delà de ce chiffre-là, on aura sur les 10, 20, 30 prochaines années, on aura quelque chose de plus en plus élevé. Parce que la démographie va dans l'autre sens. Ça, c'est mon hypothèse, basée sur les éléments que je comprends, je connais sur ce secteur d'activité. Je pense qu'on en a déjà parlé dans les notes d'analyse sectorielle, des trucs comme ça. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, maintenant, c'est le multiple de valorisation. Je paye quoi? 15 fois les bénéfices ou bien 20 fois les bénéfices. Alors, on va faire simple. Hein. Prenons ça comme toutes les compagnies d'assurance. Mettons 15 fois les bénéfices. Ça fait $415 à l'action. $415 à l'action, moins la dette nette. Il faut toujours prendre en considération la dette nette, même si ici, il faut souvent reconstruire cette dette nette-là. 415 moins 64. Ça donne combien? 415 moins 64. Ça donne à peu près $351. Ça, c'est le premier niveau. Si vous prenez au deuxième niveau ici, avec 20 fois les bénéfices, donc ça fait à peu près $28, multiplié ici par 20, ok, moins 60, c'est 64, 65, c'est pas la même chose. Ça fait $496 l'action. Moi, je vais me situer à 496. Cette compagnie pourrait mériter 20 fois les bénéfices. Tôt ou tard, même à 15 fois les bénéfices ici, ça pourrait littéralement, voilà, il y a de grandes chances que cette entité génère aux alentours de $33 l'action à long terme. $33 par rapport aux $28 attendus ici. D'accord? 28. Sur le long terme, admettons, juste 10 ans. Hein, dans 10 ans, ça fait 2% de croissance uniquement. Moins élevé même que l'inflation moyenne. Bon, techniquement, c'est qui vous montre encore que la seule chose qui pourrait faire à ce que ça ne fonctionne pas, c'est l'augmentation des coûts. Et vous n'oubliez pas, son rôle, c'est de gérer les coûts. Donc aujourd'hui, je vais m'amuser à mettre 490. Même quand je dis je vais m'amuser de manière générale ici, je fais 28 fois 20, ok, moins 64. Ça donne 96. Et vous pouvez réfléchir sur le prix autrement. Si vous avez une entreprise qui est capable de générer $28 par an et qu'on vous demande de l'acheter ici en date d'aujourd'hui, le prix actuel aujourd'hui, c'est combien? Où est-ce que c'est ce truc-là? Le prix actuel aujourd'hui, c'est $432. À l'heure où je tourne cette vidéo, divisé par 432. Ça vous donne un rendement sur coût de combien? 6,5%. Et si la croissance n'est que de 2% par an, etc., vous pouvez aller bien plus loin que ça. Donc,
cette compagnie a un prix intéressant. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle rachète massivement ses actions. Même en période difficile, on rachetait quand même les actions. Bon, on s'est quand même arrêté timidement ici, mais globalement, c'est un business qui va continuer à racheter ses actions. Donc, votre shareholder yield va avoir tendance à augmenter de plus en plus. Le problème ici, pour cette compagnie, même si on n'est pas là pour une note d'analyse, c'est le management. Je vous laisse aller regarder pourquoi. Parce qu'on en a déjà parlé dans une note d'analyse secteur ici. Donc, globalement, je mettrai mon 496 $ en target price ici. C'est le mien, c'est mon prix. En dessous de ce prix-là, pour moi, ça reste une entreprise intéressante au-delà des chiffres. Donc, je mets 496. Voilà. OK. Bon, tu peux mettre le prix qui te chante ici. Ça dépend de ton entendement, ça dépend du risque que tu perçois dans ce genre de business-ci. Mais voilà. Je mets ici X20 bénéf. J'ai pris ici j'ai pris les bénéfices les bénéfices qu'on a obtenus en 2024. J'ai sous-entendu ici qu'il y a de fortes chances que cette compagnie revienne à ces niveaux-là. OK? Il y a de fortes chances qu'elle revienne à ces niveaux-là. La période difficile est en train de passer petit à petit. Vous pouvez aller voir les résultats, etc. Donc, bénéfice de 2024. Je sais pourquoi est-ce que j'ai mis ça comme ça. OK? Après, vous pouvez choisir prendre ceux de 25. Et comme je dis souvent ici, beaucoup de gens veulent souvent sortir de ce type de vidéo avec un chiffre exact en tête. Non, ça dépend de votre perception du risque. Ça dépend de votre compréhension du business au niveau de l'avantage concurrentiel. Parce que l'avantage concurrentiel vous permet d'anticiper ici la possibilité de maintien des marges. Parce que la croissance séculaire est là. Elle est disponible, elle est visible. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Le dividende, etc., il est fait, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. D'accord? Maintenant, vous constatez que si demain, vous avez une entreprise qui est très volatile au niveau du prix, au lieu de commencer à paniquer, intéressez-vous vraiment à l'avantage concurrentiel. Si vous arrivez à spotter exactement c'est quoi le nom de l'avantage concurrentiel, comment est-ce qu'il fonctionne, ça devient plus facile de détenir vos actions. OK? Dans tous les cas de figure, comme je l'ai dit ici, vendredi, donc demain, nous avons un live, Investir avec l'IA, la deuxième édition, où on va analyser une compagnie comme Amazon de A à Z en utilisant la bibliothèque de prompts de base, à peu près une dizaine de prompts ici, pour bâtir une thèse d'investissement sur Amazon. Maintenant, ça vous permettra également de voir si la bibliothèque de prompts de base peut être quelque chose qui répond ici à vos attentes en matière d'analyse globalement. OK? Donc, le lien pour accéder au School est en description de la vidéo. C'est totalement gratuit. Vous pouvez également me poser des questions directement dans le groupe School. Et sinon, pour le reste ici, continuez à lire vos rapports financiers, écoutez les conférences calls. Le prompt que nous avons utilisé ici aujourd'hui, c'est un prompt qu'on va utiliser pour Amazon également. C'est un parmi tant d'autres. Et je précise bien que c'est la bibliothèque de prompts de base. OK? Parce que vous pouvez aller un peu plus en profondeur avec la bibliothèque de prompts premium. Mais ça, posez la question aux gens qui utilisent la bibliothèque de prompts premium. Ils se retrouvent ici dans le groupe School. Ils vous diront à quoi ça ressemble. OK? Nous, ici, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi savoir en commentaire qui a gardé ses UNH, qui en a acheté, qui a continué à acheter des UNH, même au plus bas, quand c'était la fin du monde. Parce que c'est pas comme si c'est terminé également. Mais voilà, ça reste que c'est une leçon supplémentaire ici. Et ça vous permet souvent de voir que le marché surréagit souvent par rapport à certains éléments. Moi, je suis bien content que le prix ait baissé ici, mais voilà, on va pas. J'ai déjà été assez long ici, mais voilà, on va se donner rendez-vous. Si vous avez des questions sur UNH, allez, posez-les-moi dans le groupe School. Ok? C'est là-bas qu'on va continuer la conversation. Je vais m'arrêter ici. Merci, au revoir.